Bienvenue dans Focus Santé. L'humanité célèbre la journée de lutte contre l'hépatite qui touche dans le monde des millions de personnes au Bénin. Les taux de prévalence des hépatites B et C sont vraiment élevés. 8 pour le type B et 5 pour le type C. Cette inflammation du foie est très contagieuse et peut évoluer vers la cirrhose ou le cancer du foie. Mon invité de ce jour a fait des travaux de recherche sur ces deux types d'hépatite. Il s'agit du naturopathe Asiadome Koglevi. Bonsoir professeur. Bonsoir madame Rachida. Et bienvenue. Les principes de cette émission n'ont pas changé. Vous pouvez y participer. Vous pouvez participer donc à cette émission en envoyant des messages via WhatsApp au 65 00 24 24 ou appeler directement en pianotant le 21 33 84 19 ou le 65 00 24 24 également dès 15h30 pour intervenir donc en direct sur l'émission qui démarre, qui prend donc son envol. Et je le disais, nous sommes avec le naturopathe Asiadome Koglevi, professeur donc qui est dans ce studio avec nous pour nous apporter plus d'éclaircissement, plus de clarification sur cette maladie à laquelle la journée de ce mardi 28 juillet est dédiée. Il y a 2 ans, à monsieur Koglevi, il y a 2 ans, vous organisez une séance de dépistage à votre siège. C'était dans ce cadre que vous aviez confié cette phrase au cours d'une interview. Je vais vous inviter à réécouter 2 ans après cet extrait de 25 secondes grâce à la complicité de Ulysse Tchétema. C'était donc en 2013. Le virus de l'hépatite B est 50 à 100 fois plus contagieux que le virus du sida. Et malheureusement, on ne le sait pas. Moi, je suis microbiologie de formation, je ne suis pas virologue bien entendu, mais j'ai beaucoup travaillé sur les microbes. Pour moi, c'est l'un des microbes les plus parfaits qu'il y a sur la Terre, parce que pour moi, il est encore plus parfait, il est plus parfait que le virus du sida. Je le dis et j'assume. Voilà, vous l'avez dit et vous l'avez assumé entre-temps et c'est toujours le cas, vous l'assumez toujours? Mais bien sûr, de toute façon, au fur et à mesure qu'on avance, oui, on peaufine davantage ce qu'on savait. Aujourd'hui, avec tout ce que je vois, non plus seulement au Bénin, mais au Rwanda, au Congo, au Sénégal, et je repars bientôt d'ailleurs pour une croisade africaine. Je crois que je suis encore plus aguerri aujourd'hui et je comprends. Je ne comprends pas comment nos pays peuvent être si statiques devant un tel phénomène, un problème de santé publique aussi gravissime, parce que là, ce n'est plus seulement grave. Gravissime. Oui. Et vous déplorez, comment dirais-je, la stratégie. Il n'y a même pas de stratégie, selon vous, mise en place pour pouvoir contrer ce mal qui, quand même, dont le taux de prévalence est assez important. Oui, tout à l'heure, j'entendais dire que pour le B, c'est 8%, mais non. Il faut monter la gamme, il faut aller 4 fois plus. Hein. Ah bon? Ce sont les chiffres qu'on a eus des personnes qui s'occupent de ce domaine-là au Bénin, du professeur Nicolas Kodjo, voilà, qui fait partie, qui s'occupe donc de ce champ-là au Bénin, qui nous a donné ces informations il n'y a pas longtemps. Donc il faut l'actualiser, c'est ça? Les choses ont évolué? Je ne sais pas si c'est une question d'actualisation, mais moi je dis... C'est la partie visible de l'iceberg. Oui, je n'ai pas trouvé ce taux-là avec ce que moi je fais.
Vous savez, je reçois les malades un peu de partout. Quand je fais les statistiques, quand je vois le taux, moi je suis toujours autour de 30 à 35%. Et j'ai parlé avec un étudiant qui est à Montpellier, qui travaille sur les hépatites B et C, et qui m'a dit qu'il y a des fois où il porte même ce chiffre autour de 35 à 40%. Toujours au Bénin? Toujours au Bénin. Et je connais une ONG des pharmaciens qui a fait un travail de dépistage gratuit pendant pour une période assez longue, et qui confirme ces chiffres. Ils vont autour de 40%. Et tout dernièrement, dans une région, je ne vais pas stigmatiser une région, mais dans une région à peu près à 200 km de Cotonou, on me parle, on me dit qu'il y a des collèges aujourd'hui, des CG, où les élèves ne peuvent plus donner de sang parce que on considère que certains établissements vont jusqu'à 60% de taux de prévalence. Je dis, ça c'est beaucoup. Bon, je respecte beaucoup le professeur Kodjo, je ne suis pas en train de dire que ce qu'il dit est faux, parce que ce chiffre est ce que j'entends officiellement, puisque Madame la ministre de la Santé, il y a 2 ans, nous étions passés sur grand format à Canal 3. C'est les chiffres qu'elle aussi, elle a donné. Bon. Et puisque le docteur Kodjo est le point focal en ce qui concerne donc cette lutte-là au Bénin, certainement que c'est lui la référence quand on parle de statistiques. Vous savez, moi, je ne conteste rien. Oui. Et chacun dit ce qu'il a à dire et ce qu'il connaît. Le professeur Kodjo est très bien dans sa veste en disant ce qu'il dit, et moi je dors très bien dans mon lit et je me porte très bien dans ma veste aussi en disant ce que je dis. Et moi je reçois 3 à 4 000 malades par an, et je sais ce que ça veut dire. Je parcours le pays, j'ai une antenne maintenant en or qui se trouve à Parakou depuis près de 3 ans, 4 ans. Moi, je dis ce que je vois. Oui, justement, on va parler de ces recherches. Qu'est-ce qu'on doit retenir? Quels sont les résultats de vos recherches? Les résultats de nos recherches, bon, ça dépend. Si c'est sur le traitement, je peux en parler. Je vais en parler. Si c'est sur les statistiques de taux de prévalence, tout le monde vient d'en parler. Bon, si vous me parlez, ce sur quoi nous travaillons le plus, c'est le traitement que nous faisons avec un traitement que nous appelons KIT, K-I-T 823, et qui, en 8 semaines, vous remet sur pied. Et nous faisons des analyses sur les paramètres. Et nous constatons que vous êtes entre griffes guéris. Moi je dis guéris parce que quand vous arrivez avec plein de symptômes, des maux de tête, de douleurs dans les épaules, dans le cou, la vision qui ne va pas, des douleurs dans le dos, quand vous venez avec plein de symptômes et que ces symptômes disparaissent, même si on me conteste le terme guéri, je dis, il y a eu quand même amélioration. On guérit de l'hépatite ou pas? Aujourd'hui, vous savez, il faut éviter d'être statique dans la vie. Il y a de cela près de 20-30 ans, quand j'ai commencé par travailler sur les hépatites B et C, j'ai dit quelque part, je crois que c'est à Paris ou à Dakar, quelque part, que le Dieu que moi je vénère ne me permet pas de dire qu'il peut y avoir une maladie qui soit incurable. Ça, c'est sur le plan spirituel, c'est sur le plan religieux. Oui, mais sur la réalité, dans la réalité, c'est quand même un peu différent. On a le sida là, qui est toujours incurable jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais voilà, très bien. J'aime bien ce mot jusqu'à aujourd'hui.
Parce que je n'ai pas fini la phrase. J'ai dit, le Dieu que moi je vénère ne peut pas permettre qu'une maladie soit sur la terre et soit incurable. Une maladie incurable pour moi est une maladie pour laquelle on n'a pas encore trouvé de médicaments. Parce qu'il y a énormément de maladies. Si nous faisons un peu l'histoire des maladies dans le passé, il y a énormément de maladies pour lesquelles on n'avait aucun remède. Mais aujourd'hui, on les a. On a ces remèdes-là. Rappelez-vous la pénicilline de Fleming. Hein? Qu'est-ce que vraiment les infections faisaient des humains? Rappelez-vous la variole qui était là aujourd'hui. L'OMS a même déclaré ça pratiquement, que c'est fini. Vous ne pouvez pas. Il y a le pian. Hein, je ne sais pas, ça ne vous dit rien du tout, mais c'était une infection. Quand vous avez un certain âge, 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais vous devez l'avoir. Donc, aujourd'hui, des maladies déclarées incurables, on commence par trouver des médicaments. Et aujourd'hui, moi, je l'assume encore, je suis prêt à dire que nous guérissons des hépatites B et C. Et je dis que nous sommes aujourd'hui, je le dis, les seuls au monde à pouvoir le faire. Parce que et votre équipe est composée de qui et de qui en ce qui concerne, il y a des scientifiques, il y a des naturopathes comme vous. Parlez-nous un peu de la composition de votre équipe de recherche. Mon équipe est formée, vous savez, nous travaillons avec beaucoup de pays, d'abord pour commencer, et nous travaillons avec des biologistes, avec des microbiologistes, avec des médecins, des professeurs agrégés en gastro-entérologie. Oui. Nous travaillons avec des chimistes. Nous travaillons avec... Travailler avec quelqu'un, ça ne veut pas dire que vous l'avez dans votre case. Hein? Non, pas du tout. Ça veut dire que vous avez des contacts permanents et vous échangez. Et quand tu as un problème... ou quand ils ont des problèmes, ils viennent, vous discuter, vous faites, voilà ce que moi j'appelle travail. Ce n'est pas, bon, on va venir, on va me dire, mais où sont tes chercheurs? Et puis, je leur dis, mais mes chercheurs, c'est un peu tout le monde. Hein? Et c'est comme ça que nous travaillons. Et je crois que c'est beaucoup plus bénéfique parce que quand vous travaillez dans une ONG comme la nôtre, qui n'a aucune subvention, aucune aide, aucun soutien extérieur, vous êtes obligé quand même de travailler avec beaucoup d'intelligence et surtout beaucoup de doigté et gaspiller le moins que possible pour pouvoir arriver quand même efficace. à aider ceux qui ont besoin de vous, à savoir les malades. Oui, et le produit fini est issu de quoi? C'est quoi la composition, les composantes entrant en ligne de compte dans le traitement dont vous parlez? Le produit fini, bon, ben c'est, disons d'abord, de quoi c'est parti. Le produit du traitement, c'est surtout, comme vous le dites si bien, je suis naturopathe, donc je travaille avec la naturothérapie. Et nos produits sont d'origine de la phytopharmacie. Donc les plantes. Les plantes, bon, rarement des parties animales, mais c'est essentiellement les plantes. Et les plantes nous ont donné beaucoup de plaisir parce que nous avons fait de grandes merveilles avec les plantes. Bon, pour ce qui est de la composition, ne serait-ce que la composition chimique sommaire, je ne parle pas des molécules, bien entendu. Et nous avons fait des études pharmacognomiques qui nous ont permis de savoir en gros ce que ça contient. Et ce qui nous a permis aussi de faire des travaux sur la toxicité et constater que tout ce que nous utilisons est vraiment, l'innocuité est totale. C'est-à-dire vous n'avez aucun problème de toxicité. Aucun. Et le traitement est sans
effets secondaires, ce qui est très important, puisque les gens vous disent les produits des Blancs, etc., ça coûte excessivement cher, 100 fois plus cher que ce que nous utilisons, puisque j'étais en Afrique du Sud il n'y a pas si longtemps, ça coûte 10 à 15 millions de francs CFA. Ils viennent de sortir une molécule contre l'hépatite, le virus de l'hépatite C, que vous utilisez pendant 3 mois et qui coûte 60 millions de francs CFA. Et demandez-moi combien de Béninois, ou dites-moi combien de Béninois moyens peuvent se permettre ces coûts-là. Alors, quand tu me mets un bon gigot de, je sais pas, de mouton rôti dans un coffre-fort blindé et que je ne peux pas l'atteindre, je vais mourir de faim. C'est un peu ça. Moi, je ne considère pas ça comme des solutions pour le problème qui se pose pour nos pays. Oui, revenons à vos produits. On est sur le terrain de la santé. Vos rapports avec le ministère de la Santé. Mais quel rapport? Nous sommes une organisation non gouvernementale, donc nous sommes dans un pays, nous respectons les règles du pays, mais nous ne sommes pas tutélisés, n'avons pas de tuteur en tant que tel. Bien que nous savons que nous travaillons dans le domaine de la santé et nous sommes même en partenariat avec le ministère de la Santé. Il y a un document signé par le ministre en personne et moi-même en tant que directeur exécutif, qui est un partenariat qui précise très bien les relations qui existent entre nous et le ministère de la Santé. Il n'y a aucun problème, de toutes les façons. Et ils font ce qu'ils ont à faire, nous aussi nous faisons ce que nous avons à faire, et quand ils ont besoin de nous, et nous allons les voir. Ils n'ont pas besoin de nous, et nous sommes là où nous sommes. Voilà. D'accord. Merci à vous, Monsieur Asia Domen-Koglevi. On rappelle que vous suivez, pour ceux qui viennent de prendre cette émission en marche, c'est Focus Santé. On reçoit le naturopathe Asia Domen-Koglevi qui nous parle un peu de l'hépatite B et surtout de ses recherches sur cette maladie. Je rappelle que dès 15h30, vous pouvez appeler déjà au 21 33 84 19 ou 65 00 24 24 pour exposer vos différentes préoccupations. On va s'écouter un autre élément dans cette émission, professeur. Je rappelle que vous êtes microbiologiste de formation, donc vous êtes professeur dans ce domaine-là. On va écouter cette fois-ci un élément témoin sur l'état d'âme de la population par rapport à l'hépatite. C'est tout de suite. 8%, c'est le taux de prévalence de l'hépatite B au Bénin. Celui du type C est supérieur à 5%. Un Béninois sur 7 est touché par cette maladie qui fait beaucoup peur au sein de la population. J'ai vraiment peur de l'hépatite B. Ça se contracte par des bonnes dames qui vont voir les fourchettes, les cuillères. Vraiment, ça me fait beaucoup peur. Ça fait peur et comme c'est aussi mortel et ça tue. C'est un mal qui ravage pas mal de personnes maintenant. J'ai un ami qui est décédé à cause de l'hépatite B. Il dit palu, il est allé à l'hôpital, on a dit que c'est palu. Après il est revenu à la maison, voilà, il est décédé. Il est décédé de l'hépatite. Apparemment, c'était juste le palu. Donc, il a fait 3 jours et après, il est décédé. Aujourd'hui, je sais que c'est... Cet important taux de prévalence est en partie dû au mode de contamination. L'hépatite est une maladie très contagieuse. Les virus des types B et C se transmettent par plusieurs voies, explique le gastro-entérologue Nicolas Kodjo, point focal bénin de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites. La majeure partie des contaminations survient à la naissance ou dans les premières années de la vie. Pour les mères qui sont contaminés par le virus B pendant la grossesse, le risque de donner naissance à un nouveau-né qui va être contaminé est de 90%. Puisque le microbe est présent dans la sueur, donc les familles nombreuses où les gens dorment ensemble sur la même natte. Lorsque l'enfant est contaminé et transpire,
et que son frère a une plaie, son contact avec la sueur de son frère peut le rendre malade. Et le virus B aussi, il faut dire aussi que ce microbe-là est présent dans le sperme et dans la sécrétion vaginale. C'est une maladie qui est sexuellement transmissible, qui est dans le sang, contamination par transfusion sanguine, ou bien lorsque il y a une effraction cutanée à l'aide d'un matériel qui a été sué par du sang contenant le virus B. La contamination par le virus B ne se fait pas par voie orale. La plupart des malades s'ignorent, constate le professeur qui exhorte au dépistage, l'un des moyens de prévention contre cette inflammation du foie. Négliger ces types d'hépatites peuvent conduire à la cirrhose ou au cancer de foie. Merci à vous, Anita Ouché, qui présentait donc ce mini-mag. Professeur Koblevi, vous avez suivi cet élément. C'est vrai que le taux de prévalence est revenu. On ne va pas s'attarder là-dessus, mais les autres éléments nouveaux, votre réaction, vos commentaires là-dessus. Bon, je ne voudrais pas m'attarder là-dessus, parce que qui a raison de point d'interrogation. Mais je trouve que dans un pays comme le nôtre, qui se répète beaucoup, on ne doit plus se livrer à ces guerres de chiffres. J'ai écouté la Côte d'Ivoire a parlé de 27%. 27 cette année pour le B. Parce que c'était pas loin, pour le B, on parlait, je pense, l'année passée, de entre 8 et 12% pour le B. Je parle de la Côte d'Ivoire. Oui, la Côte d'Ivoire l'année passée, moi j'ai écouté un élément là-dessus. Je ne sais pas si cette année, ça a drastiquement changé. Pas cette année, je n'ai même pas. C'est même l'année dernière. Vous voyez, ça c'est un peu le peu de sérieux des Africains. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas possible de dire ces problèmes de taux de prévalence, nous allons régler ça une fois pour toutes. En quoi faisant ? Mais le dépistage, oui. Il a dit tout à l'heure le professeur Kodio, le dépistage, ça a énormément d'avantages. Ça vous permet de connaître effectivement les populations qui sont infectées chroniquement. Chroniquement, ça veut dire à vie et ça ne finira pas les tuer. Ça vous permet de connaître ce tout. Ça permet de savoir qui sont ceux qui l'ont parce que c'est très contagieux. Et ça permet de prévenir. Avant, on n'avait rien. Aujourd'hui, on a quelque chose qui permet au moins de réduire le taux de morbidité. Alors, pourquoi ne pas se donner ça comme objectif? Parce que c'est ça. Oui, là, vous parlez de l'État, du gouvernement. Du dépistage. Je parle du dépistage et du taux de prévalence. Donc, que la population elle sorte se faire dépister. Oui. C'est-à-dire l'État béninois, quand même, nous savons combien, dans quoi nous mettons l'argent. Mais est-ce qu'il ne faut pas penser à une politique pour la prise en charge, pour la lutte de cette... Mais c'est ça que je suis en train de dire, madame. Oui, bon, vous semblez peut-être accuser peut-être la population. Non, pas du tout, c'est pas la population. Donc vous parlez là du pouvoir public. De nos autorités. Mais si vous avez à charge des femmes, des enfants, des femmes, des hommes, des enfants, et surtout que la santé est dans la Constitution, l'État doit garantir à chaque citoyen la santé. Alors, une maladie qui est devenue un problème de santé publique, mais vous ne pouvez pas, les bras ballants, c'est-à-dire balancer des chiffres que vous n'avez pas. Moi, je ne sais pas sur quelle émission vous avez entendu vos 8 ou 12% pour la Côte d'Ivoire, mais j'ai entendu, moi j'ai suivi une émission faite par quelqu'un, d'ailleurs je pars en Côte d'Ivoire d'ici quelques jours, j'aurai le temps d'en discuter. Mais je sais combien de gens je reçois de la Côte d'Ivoire. J'ai encore une dame qui est là aujourd'hui en train de se faire traiter. Et une autre est partie hier. Je viens de recevoir M. Koulibaly. C'est d'ailleurs à cause de lui que j'ai failli être en retard. Il est venu au Togo, mais il est venu au Bénin parce que ça fait 2 ans qu'il s'est fait traiter. Il m'a dit qu'il est venu au pèlerinage parce qu'il est venu pour dire merci
à celui qui lui a permis d'être aujourd'hui en bonne santé. J'ai dit non, c'est pas moi, c'est celui qui est en haut. Donc, vous savez, dans nos pays, il y a des fois où vous n'avez plus envie de rien faire. Parce que... Vous avez fait des propositions? Des propositions à qui? Il faut bien qu'on vous demande. Si on ne vous demande pas, vous faites des propositions. Déjà, quand on vous demande, je ne sais pas ce qu'il faut en faire, mais quand on ne vous demande pas, mais ça finit dans la poubelle. Mais si on vous le demandait maintenant? Mais si on me le demande, je me rappelle très bien, le professeur Kodjo s'est mis dans ses bancs, et il a dit des choses très, très... J'ai gardé d'ailleurs le numéro du journal qui a relaté exactement tout ce qu'il a dit. Comment, dans ce pays aujourd'hui, nous n'avons pas un programme national de lutte contre les hépatites B et C, comme on l'a pour le sida, comme on l'a pour le paludisme. Vous allez au Sénégal, vous avez un programme qui est là et qui est géré de la même manière que les autres programmes. Mais vous ne pouvez pas. Et l'OAS, l'Organisation ouest-africaine de la santé, basée à Bobo Dioulasso, a envoyé une lettre à tous nos pays en leur disant que le problème des hépatites B et C doivent être pris très au sérieux et qu'ils doivent mettre un programme en place et pouvoir vraiment commencer par régler ce problème-là. Il y a peut-être un point focal, c'est peut-être le démarrage de cette prise de conscience-là, puisque je me rappelle que monsieur le docteur Kodjo était également sorti à taper du poing sur la table et ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. On a suivi entre-temps et le ministère de la Santé a automatiquement réagi. C'est peut-être pour faire bouger un peu les lignes dans le cadre de la prise de conscience par rapport à cette maladie qui fait quand même des ravage. Donc, on va continuer avec les propositions. Bon, peut-être que le ministère de la Santé à l'écoute actuellement prendra quelques notes dans la perspective de pouvoir améliorer les choses dans leur état actuel. Comment? Après la mise sur pied d'une telle structure, il faut penser encore à quoi? Il faut décréter des jours de dépistage de manière gratuite. Oui. Bon, et tirons comme un chapeau aux autorités parce que aujourd'hui un nouveau-né est vacciné contre l'hépatite B puisque c'est le seul virus qui a un vaccin. Le C n'en a pas. Aujourd'hui, c'est fait. On vaccine tous les nouveau-nés parce que, comme l'a dit le professeur Kodjo tout à l'heure, l'enfant n'est pas contaminé dans l'utérus. C'est à la naissance que le sang de la mère le contamine. Et c'est aggravé après par l'allaitement et par tout ce que vous imaginez. Donc, dépistage. Oui, moi c'est mon seul mot que je peux dire. C'est la seule chose. Et si vous l'avez chroniquement, on ne le porte pas de façon saine. Non. Il n'y a pas de porteur sain. Il ne faut pas que les gens nous racontent des histoires. Moi, tout ce que j'ai parcouru comme document est très valable sur les hépatites B et C. Nulle part, je n'ai vu des porteurs chroniques sains. Pas du tout. Pas du tout. Donc, il faut que les gens arrêtent. Porteur chronique sain, ça veut dire quoi? Non, chronique, ça veut dire que vous le portez à vie jusqu'à ce qu'il vous tue. Parce qu'il y a deux évolutions. Il y a l'évolution aiguë, vous avez la maladie, et vous savez, c'est un peu comme en une guerre. Lorsque le virus rentre dans votre corps, votre système immunitaire, les anticorps s'en charge. Si le virus est plus fort que les anticorps, il prend le déchu. Il prend le déchu et il s'assoit, il commence par faire la zizanie. Et c'est là que nous parlons de l'évolution chronique ou de porteur chronique. Mais si, par contre, vos anticorps sont suffisamment forts, ils éradiquent, ils éliminent le virus. C'est pourquoi quand on vous fait un dépistage, on attend 6 mois pour refaire un autre. Parce qu'en 6 mois, on considère que vos anticorps
on considère le jour de on considère que c'est hier peut-être que vous avez été contaminé et que dans 6 mois, le virus doit être normalement éliminé par vos anticorps s'ils sont très puissants. Et si après 6 mois, ils n'ont pas pu l'éliminer, c'est que le virus a pris le dessus. Donc, moi, je n'ai pas d'autre chose à dire. J'ai seulement à demander à l'État béninois de tout faire pour entamer cette opération de dépistage gratuit. Parce que les gens sont très pauvres. Moi, j'ai été dans le Borgou, dans la Takora, dans la Libori, la Donga, etc. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et si je me suis installé à Parakou, c'est parce que j'ai vu ce qu'il y a là-bas. Quand on me parle de taux de prévalence 8%, mais j'aimerais bien leur demander si nous sommes dans la même base numérique. Si le 8%, ça peut être peut-être 24, 30%, là c'est bon. Mais sinon, je m'inscris en faux. Oui. Et qu'on me démontre. Il ne faut pas qu'on continue à se berner en étant là tout peinard. Même les 8% déjà. Le Bénin compte combien d'habitants? Oui, c'est déjà assez important. Assez important pour qu'on commence pas à s'en préoccuper. Hein? Mais ce n'est pas 8%. Ce n'est pas 10%, ce n'est pas 20%. Comme je le disais, on va pas s'attarder sur... Non, mais c'est pas notre... De toute façon, ce n'est pas mon problème, moi. Moi, je n'ai jamais eu l'hépatite B, je n'ai jamais eu tout là. Bon, mais je dis que c'est malheureux. Mais un jour, quand je recevrai vraiment des malades, certains malades, et d'ailleurs, c'est tout le temps, je vais vous appeler pour que vous veniez voir ce que c'est. Quand vous arrivez, parce que vous parlez de cirrhose, vous parlez de cancer de foie. Mais vous n'avez pas vu encore. Vous n'avez pas vu. Vous avez peut-être vu des images, mais vous n'avez pas vu un homme avec des yeux hagards. Vous en voyez souvent, tout le temps, dans votre... Écoutez, tout le temps. Tout le temps. Et souvent. Et vous arrivez à les récupérer? Parce que c'est quand même la phase... On n'est pas Jésus, hein. On récupère ce qu'on peut récupérer. Vous savez très bien que le cancer de foie, il faut faire une transplantation de foie. Hein. C'est pas... C'est la phase terminale. On ne guérit pas du cancer de foie. Une fois que vous l'avez, soit vous faites une transplantation d'un nouveau foie, ou alors vous crevez. La cirrhose, je veux bien. Et c'est là où se trouve l'intérêt du dépistage. Plus tôt on le sait, mieux ça vaut. On sauve des vies humaines. Il ne faut pas que les gens pensent que tous ceux qui meurent tranquillement dans leur lit, parce que c'est des maladies silencieuses. Oui, vous êtes debout, les gens croient que vous êtes bien portant alors que vous êtes démoli. Moi, je vous mets mon référentiel des symptômes en main et vous-même, vous voyez que plus rien ne va. Et le foie contrôle 19 maladies sur 20. Un seul organe qui contrôle 19 maladies sur 20, on ne peut pas le négliger à tel point. On ne peut pas me dire que le virus sera en train de faire de la zizanie dans un foie, dans un organe de cette importance-là, et tout le monde est tranquille, tout le monde est tout là, on dit des chiffres et puis on est tranquille, on mange et on boit son champagne. Non, ça ne va pas. Parlons de ce dépistage, en attendant que peut-être l'État prenne les taureaux par les cornes. Pour se faire dépister, il faut débourser environ combien? Écoutez, je connais des ONG, ils font le dépistage à 1000 francs. Je connais des ONG. Si les ONG le font à 1000 francs, l'État, je ne sais pas. Et ils font certainement leur petite économie là-dessus. Hein, l'État peut bien le faire. Oui, pour l'auditeur qui nous écoute, qui aimerait quand même, lui, en tant que personne qui a écouté cette émission et qui a été vraiment touché, qui a compris l'importance de ce geste-là, qui veut se faire dépister, qui veut connaître son statut, mais il doit s'attendre à dépenser environ combien? Non, je dis avec 1000 francs. Moi, j'ai vu plein d'ONG, ils le font autour de 1000 francs, 1500, etc. Ça ne coûte pas grand-chose. Si l'État débourse aujourd'hui 10 milliards, on dépiste tous les 10 millions de Béninois. Et vous voyez, c'est parfois rien du tout. Vous êtes je ne sais pas, suffoqué, c'est-à-dire, vous avez de la douleur dans les tripes en voyant des gens mourir gratuitement. Et puis encore un autre scandale, c'est que
les gens savent très bien qu'ils n'ont rien pour vous soigner, mais ils vous internent, c'est-à-dire vous hospitalisent dans leurs hôpitaux, dans leurs cliniques, dans leurs là. Et c'est quand, ils savent très bien que vous finirez par mourir. On vous envoie du sérum glucosé pour juste vous apporter un peu d'énergie, puis après c'est terminé. Oui. Oui, on va revenir sur la vaccination au cours de cette émission pour donc la suite du dépistage, parce qu'après le dépistage, il faut quand même se faire vacciner ou pas. Vous nous expliquerez dans quel cas se faire vacciner, professeur. Oui, effectivement. Et il y a deux choses. Quand vous faites le dépistage, soit vous l'avez de façon chronique, là, il faut aller aux soins. Il faut passer nous voir. Ou alors, vous ne l'avez pas, vous attendez 6 mois et on refait le test. Si c'est confirmé d'être négatif, là, vous passez alors au centre de vaccination. Et on vous dit, bien entendu, le mécanisme, le principe, comment ça se fait, avec la répétition, etc. Et ça doit coûter environ combien? Bon, c'est notre souci un peu sur cette émission. C'est vrai que un peu pragmatique pour savoir à quoi s'attendre. Et en fin de compte, moi quand je suis dans le domaine de la santé... Mais ça n'a pas de prix, mais au moins évaluer un peu ce qu'on pourrait débourser. Comme moi, c'est dans une institution de l'État, ce n'est pas des choses qui doivent coûter tellement cher, puisque nous voyons. Mais honnêtement, je n'en ai pas, dans ma famille, on n'en a pas. Et je ne me suis jamais préoccupé du problème de vaccination, surtout le coût. Oui. Vous savez, moi je suis plus dans le domaine académique que dans le domaine domestique. Mais je crois que je vais poser la question pour savoir, parce que c'est pas normal que je ne sache pas. D'accord, 15h38 sur Focus Santé Océan FM qui aborde aujourd'hui la thématique de l'hépatite B et C. Et je vous le disais à l'entame de cette émission, vous pouvez appeler au 21 33 84 19 ou 65 00 24 24 si vous avez des questions à poser donc au naturopathe Asiadonaï Koglevi qu'on a en studio avec nous depuis 15h. Et pour la suite de cette émission, on va parler des généralités sur la maladie. On va d'abord faire la différence entre l'hépatite B et l'hépatite C. C'est quoi la différence fondamentale? Et la différence, c'est un peu la différence entre vous et moi. C'est que le virus, on l'appelle conventionnellement C et l'autre B. Oui. Et voilà, c'est tout. Et les deux. La dangerosité, qu'est-ce qui est plus dangereux? En plus, c'est vrai que c'est les deux les plus dangereux au Bénin. Maintenant, entre les deux, qu'est-ce qui est... Vous savez, je n'ai pas l'habitude de comparer c'est comment... Des catastrophes. Oui. Et moi, je dis aux gens... le moins dangereux, ce qui n'est pas dangereux, c'est de ne pas l'avoir. Voilà, donc ne pas l'avoir. Oui, ne pas l'avoir. Mais je sais, et je ne pense pas que ce soit peut-être général. Moi, j'ai constaté que quand nous faisons les traitements des hépatites B et C, le B semble obéir beaucoup plus rapidement à notre traitement que le C. Le C, ça... Quand les gens l'ont, je suis obligé de leur dire, écoutez, faites très attention parce que le C est très récalcitrant, il n'obéit pas vite, vous faites cela. Bon, j'ai écouté les chiffres tout à l'heure, même parce que là, je suis obligé de le dire, même le 5% dont on parle, ça a été majoré. Parce que nous, jusqu'à présent, on trouve autour de 2 à 3% pour le C. Mais en Égypte, ils ont énormément de C. Je crois que c'est eux qui battent le record, peut-être en Afrique ou au monde. On ne sait pas pourquoi. Et je suis sûr aussi qu'en Afrique centrale, il peut y avoir quand même un peu plus de C que chez nous ici. Mais chez nous, c'est le B que nous avons le plus. D'accord. Oui, on va y aller pour les généralités sur ces maladies. On va parler maintenant des manifestations. Comment savoir qu'on est atteint d'hépatite? Comment le savoir? Bon,
je vais citer un certain nombre de symptômes. Vous avez les maux de tête, vous avez la migraine, vous avez des douleurs dans les épaules, dans les omoplates, des douleurs à la poitrine, des douleurs dans la zone intercostale, sur les côtes, vous avez des douleurs dans le cou, dans la colonne vertébrale, dans la hanche, c'est-à-dire la zone lombaire. Vous avez les yeux jaunes, les urines sont jaunes, mais ça peut devenir couleur café ou Coca-Cola si le mal s'intensifie. Vous avez des bourdonnements d'oreilles, vous avez la vision qui commence par être floue, vous avez des douleurs dans les muscles, dans les articulations, vous avez des picotements, des fourmillements, vous avez l'impression que les fourmis vous marchent sur le corps alors qu'il n'en est rien, vous avez des pincements, vous avez des crampes, vous perdez parfois la sensation, soit des pieds, soit des mains, etc. Vous pouvez avoir des problèmes de comportement, vous êtes trop anxieux, vous êtes trop agressif, vous pouvez même avoir envie de tuer quelqu'un. À ce stade-là? Ah oui, à ce stade. Et vous pouvez même avoir, vous pouvez avoir la démence, c'est-à-dire la folie. Oui, tous ces symptômes-là, c'est à quel niveau? Je ne sais pas, expliquez-nous un peu où on se retrouve. C'est dès le début de la maladie, c'est combien d'années après que le virus soit en train de s'activer dans le corps? Comment ça se passe? Bon, si vous le portez chroniquement, et comme c'est une maladie silencieuse, il commence doucement. Doucement, combien d'années après? Non, vous ne pouvez jamais, parce que chaque organisme est différent de l'autre. Et puis, ça dépend aussi de comment vos anticorps réagissent, comment votre organisme en général réagit. Je ne pense pas qu'on puisse dire combien d'années. Parce que je connais des gens, ils ont la maladie et 1, 2, 3 ans après, ils meurent. Il y a d'autres qui posent ça pendant des années, bien qu'ils ne soient pas des porteurs sains. Eh bien, ils finissent par mourir de l'hépatite. Le drame de ces deux maladies, c'est qu'elles ont les mêmes symptômes que le paludisme et la fièvre typhoïde que nos médecins connaissent très bien. Donc, du coup, ça se banalise? Ah oui, du coup, quand tu te présentes, on commence par dire est-ce que ce n'est pas le paludisme, on fait la goutte épaisse, on fait des trucs, etc. Et si c'est positif, on se dit ah oui, c'est le paludisme seulement que tu as et c'est ça qu'on ne commence pas à traiter. Et il en est de même aussi pour la fièvre typhoïde, etc. Donc on est là en train de faire tout et on suppose tout, sauf ce qui est là. Et lui, il a le temps justement de continuer sa zizanie, de continuer à vous démolir. Ah oui. Et puis à la fin, vous arrivez à une belle cirrhose ou à un beau cancer. Et voilà comment ça se passe. Il y a encore d'autres problèmes que ça pose. Parce que quand il est chroniquement là, même s'il ne vous fait rien, il suffit que vous ayez un grand traumatisme pour que ça se déclenche. De l'inactivité totale, il passe à l'hyperactivité avec justement au finish la mort par le cancer du foie. C'est ce que j'ai constaté jusqu'à présent et j'en ai constaté des centaines. Il y a une dame qui pendant 14 ans a porté royalement son virus de l'hépatite B. Il a suffi que sa mère meurt d'une attaque cardiaque dans ses bras pour que les quelques jours qui ont suivi, elle a commencé par faire la maladie et 4 mois après, elle en est décédée. Et je connais une dame aussi qui a été seulement témoin d'un accident de route, un véhicule en circulation. Un gros véhicule a écrasé la tête d'un passant et ça a suffi pour que le virus... Donc il y a des facteurs psychologiques également. Oui, est-ce que c'est psychologique? Bon, disons, vous savez, l'homme est tout en même temps. Dès que vous assistez à certaines scènes ou dès que vous vivez certaines scènes, mais l'organisme est ébranlé. Et ce que nous avons constaté, c'est que quand votre corps a un gros problème,
celui qui prend d'abord le coup, c'est le foie. Alors, moi j'ai tellement peur de cet organe que quand j'entends porteur sain, je dis, je veux voir ce qu'on met dans sain. Comment on écrit le sain là et ce qu'il y a là-dedans. Voilà. On va revenir sur les complications. Vous avez évoqué 2 cas qui reviennent souvent, cirrhose et cancer de foie. À part ça, les autres complications? Non, bon, il n'y a pas d'autres. C'est-à-dire, c'est l'issue fatale. C'est les 2 issues fatales. C'est les 2 issues. Bon, les autres, vous avez les maux de tête, il y a la fatigue générale. Vous vous levez le matin plus fatigué que la veille en se couchant. Et vous avez l'anorexie, vous n'avez pas envie de manger, c'est-à-dire vous avez l'appétit qui est coupé, vous avez la bouche qui est salée, acide ou amère, et vous avez... Non, vous ne vous portez pas bien. Oui. Et vous dites ça au médecin, et lui fait son test de dépistage. Et la goutte épaisse pour le paludisme. AGHBS, c'est l'antigène australien qu'on cherche, c'est lui le marqueur. Et là où le virus est vicieux, vraiment, c'est que il arrive que pour des raisons, soit il vient juste de vous infecter, ou il n'a pas eu le temps de produire l'antigène, ou l'antigène disparaît dans le sérum pour une raison qu'on ne connaît pas. Or, c'est lui le marqueur. Et nos médecins, dès qu'eux, ils ne voient pas l'antigène australien, ils se disent, c'est fini, vous n'avez pas le virus. Alors que le virus est là et il est camouflé. Et c'est par une autre analyse, on cherche les anticorps de l'anti-HBS. C'est par ça et que nous arrivons à détecter le virus et à savoir si il est atteint. Oui, la personne a le virus ou pas. Mais vous n'avez pas du tout d'antigène australien et nous traitons la personne. Mais je vous dis, le virus a beaucoup d'armes dans sa gibecière. Hein, et comme je l'ai dit, je suis pas virologue, mais je suis microbiologiste. Oui. Moi, je suis toujours ébahi. Je suis toujours gagné par l'étonnement devant ces virus-là, parce que je les trouve, ils sont parfaits. C'est-à-dire, c'est des tueurs. C'est-à-dire, quand ils viennent, c'est pas pour vous caresser, non. Ils sont là pour vous tuer. Et ils finissent par vous tuer. Voilà. On va s'intéresser à cet aspect quand même important de cette émission, c'est la prévention. Je vais dans le sens de cet auditeur qui nous a envoyé un message tout à l'heure, surtout quelques conseils à l'endroit des auditeurs en général pour vraiment, autant que faire se peut, se prémunir de ces maladies-là. Et se prémunir. Non, nous sommes dans la zone endémique. Oui. Ça va depuis le sud du Sahara jusqu'en Asie du Sud-Est. Nous sommes dans la zone endémique. Donc nous sommes tous contaminés au départ. Mais ne porteront chroniquement le virus que ceux qui sont immunodéprimés, ceux dont le système immunitaire est défaillant. C'est eux qui le porteront chroniquement. Donc, moi je dirais, la seule façon, le virus du sida a 3 modes de transmission. La mère-enfant, le voie sexuelle et le sang à sang. Oui. C'est tout. Mais le virus B en a 8. Il a les 3 du sida et ajoute 5 autres, dont la sueur. Tous les liquides biologiques, tous les liquides qui sont dans votre corps contiennent le virus. J'aurais appris même que dans les larmes se trouve le virus. Le professeur Kodjo disait tout à l'heure que dans les spermes et dans les liquides vaginaux, que le virus y est. Mais alors, c'est fini. Et quand vous avez un virus qui a tant de modes de transmission,
Et je l'ai dit, je le répète, le virus B est 50 à 100 fois plus contagieux que le virus du sida. Alors, il n'y a pas, pour moi, la meilleure prévention, c'est de savoir si on l'a ou si on ne l'a pas. Donc le dépistage. Le dépistage, je reviens toujours sur ça. Et si demain, on me demande le conseil, je dis, écoutez, la plus grande chose que vous pouvez faire à cette population-là, c'est de savoir quel est l'état sérologique par rapport au virus de l'hépatite B de chaque Béninois et de chaque Béninoise. Eh bien, on a fini par le thème de cette année, Monsieur Koblevi, on finit par ce thème-là, prévenir l'hépatite, agir maintenant. Comment comprendre ce message? Mais je le comprends. Agir maintenant, ça veut dire que le temps presse. Parce que le mal continue. Et beaucoup de gens meurent tranquillement dans leur amour. Moi, j'ai vu. On m'en a amené. Toi-même, tu sais que la personne ne va pas. Puis, fait 2-3 jours, c'est terminé. Mais on vous l'a amené. Et la mère ou l'épouse, elle a vous demandé, professeur, monsieur, il a gagné. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire? Vous êtes obligé de vous raconter des histoires. Bon, écoutez, nous traitons, c'est un parent, vous êtes obligé de le traiter. On n'a pas besoin de le condamner. En tout cas, nous traitons, c'est Dieu qui guérit, etc. Quand vous commencez par raconter des histoires comme ça veut dire que c'est fini. Bon, à l'hôpital ou dans beaucoup de cliniques, bon, quand on voit ce truc-là, on trouve des moyens pour vous liquider, pour que vous allez à la maison. Donc on revient toujours au dépistage. C'est vers ça que ce message, ce thème nous renvoie. Oui. Moi je dis, il n'y a pas deux choses à faire. C'est le dépistage. Mieux vaut prévenir que guérir. Et plus tôt vous le saurez, plus tôt sera la guérison. C'est-à-dire, plus efficace sera la guérison. Il ne faut pas qu'on se cache derrière un doigt. Non. Pour moi, c'est ça. Il n'y a pas une autre façon. On ne va pas vous dire, bon, mais même en saluant quelqu'un. Le contact. Mais bien sûr, le incident, tu peux manger avec incident dans les mêmes ustensiles, boire avec les mêmes ustensiles qu'incident. Mais quelqu'un qui a l'hépatite B, non. Non, parce que ça se trouve, le virus se trouve dans la salive. Il faut faire très... Moi, je crois que quand vous avez à gérer la vie des millions d'hommes et de femmes et d'enfants, vous devez prendre très au sérieux une maladie du genre. Sinon, vous serez jugé. Voilà. C'est donc sur cette phrase de notre invité du jour, Monsieur Asiadome Koblevi. Voilà, excusez-moi d'écorcher votre nom. Je rappelle que vous êtes naturopathe et on a parlé aujourd'hui des hépatites B et C. On ne s'entend pas trop sur les taux de prévalence, mais on a abordé pas mal d'aspects très importants quand on parle d'hépatite au Bénin et dans le monde. On espère vous avoir apporté quelques informations en plus de celles que vous savez et celles que vous savez. Aujourd'hui, c'était donc un Focus Santé et c'est la fin. On remercie toute l'équipe, Ulysse Tietema et Semiat Yessoufou. On se retrouve certainement mardi prochain.